Donc, merci beaucoup, Madalina, de m'avoir proposé de présenter, discuter avec vous une partie de mon travail de doctorat en sociologie et anthropologie. Alors, pour tout de suite dissiper une illusion, je ne travaille pas sur la notion de crise. Et ce que je vais vous présenter, c'est assez éloigné de ce dont a parlé Catherine Poujol. Même si il va être question de consultation ethnopsychiatrique à Paris avec des familles migrantes et que donc à certains égards on peut parler de crise dans la mesure où il s'agit de conflits familiaux, de crises familiales qu'on tente de résoudre par ce moyen ethnopsychiatrique. Par ailleurs, je me suis dit en vous écoutant qu'il y avait des ponts qui pouvaient être faits aussi sur la question à la fois de l'entrée sur le terrain, comment on montre patte blanche quand on travaille avec des populations, alors pour ma part avec des individus particulièrement stigmatisés et discriminés en France, que sont notamment les migrants ouest-africains, ou encore les questions que nous, là, en discutant, on a présenté sous la forme d'ambivalence, de paradoxe, comment on peut être mollah et en même temps pro-soviétique, comment on peut être plein de choses à la fois, est-ce que c'est vraiment paradoxal ? Qui dit que ça l'est, voilà, il y a peut-être ces ponts-là. Alors, avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je voudrais juste vous planter le décor de ma thèse pour que vous ayez une idée d'où vient ce terrain ethnopsychiatrique. Donc, quand j'ai commencé, je voulais travailler donc avec des personnes, avec des jeunes descendants de migrants ouest-africains, entre la France et le Mali principalement. Et j'avais envie de travailler sur la question des expériences migratoires et minoritaires de ces personnes, donc de jeunes descendants de migrants qui sont socialisés en région parisienne, mais qui sont aussi dans des allers-retours et des circulations migratoires entre la France et certains pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc tout ça, ça a soulevé une série de questions, notamment comment est-ce que la question des origines, entre guillemets, elle se déclinait chez ces personnes. Est-ce qu'il existe une manière de se réapproprier le passé, l'histoire de ces ascendants? Que font les descendants de migrants de leur histoire? Quels acteurs prennent part à cette appropriation de ces origines, du passé? Par quels mécanismes on tente de leur transmettre, etc. Et j'avais envie aussi de comprendre un autre phénomène que j'avais observé donc au Mali lors de mon premier travail ethnographique, et qui était la mobilisation par les migrants, par leurs familles également au Mali, d'une expression, perdinte, enfant perdu en français bambarisé, et qui est une expression qui est utilisée pour désigner ces jeunes de France qui ne se conforment pas à certaines normes valorisées, qui sont décrits comme déviants, délinquants, en difficulté, en échec scolaire, etc., etc. Et dans ce cas, tout un tas de discours circulaient sur les origines qui étaient présentés comme un moyen de résoudre ou de prévenir ce risque de devenir un enfant perdu. Et donc, à partir de là, ça explique les 5 terrains ethnographiques que j'ai menés dans ma thèse, qui sont 5 situations au cours desquelles la notion d'origine est actualisée et convoquée. Alors, il y avait un premier terrain au Mali où j'ai travaillé avec des jeunes, principalement adolescents, qui avaient grandi en région parisienne et qui avaient été envoyés pour un temps plus ou moins long au Mali, avec l'idée que le séjour au pays permet d'être remis dans le droit chemin, pour le dire très rapidement, quand on fait des conneries. Ça, c'était un premier terrain. Un deuxième terrain qui était présenté comme le pendant préventif de ces envois temporaires au Mali et qui était une colonie de vacances organisée par une association de Maliens en région parisienne et qui donc met en place tous les étés des séjours au Mali pour ces jeunes d'origine malienne, avec l'idée que savoir d'où tu viens permet de savoir d'où tu vas, et donc de trouver des formes d'équilibre. Troisième situation où les origines étaient convoquées, il s'agissait de rencontres associatives entre migrants et descendants de migrants autour de la question de les jeunes de France sont-ils prêts à prendre la relève de leurs parents au pays? Quatrième situation comme ça de convocation des origines, j'ai analysé des conversations sur Internet entre jeunes, sur des forums et des blogs.
Et enfin, cinquième et dernière situation comme ça de convocation des origines, qui est le principal terrain ethnographique de ma thèse, ce sont des consultations ethnopsychiatriques qui sont réalisées en région parisienne et qui sont surtout mandatées par des représentants institutionnels français, aide sociale à l'enfance, PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, directeur d'école, etc., etc., avec l'idée que certains problèmes rencontrés par les migrants sont des problèmes culturels et qu'il s'agit donc de les traiter comme tels. Donc 5 scènes, 5 terrains où la notion d'origine est convoquée et où se construisent en situation ces origines. C'est en très très grossement expliqué ce que j'ai mené durant ma thèse. Et donc j'en viens à présent à ces fameuses consultations ethnopsychiatriques qui sont un espace très intéressant justement pour voir comment les notions d'origine et de culture sont mobilisées en cas de crise familiale et comment les descendants de migrants notamment s'approprient ou non ces discours sur les origines, les identités, les cultures. Alors, du coup, une petite précision, quand je parle à l'oral d'origine, culture, identité, décalage culturel, etc., c'est toujours à entendre avec des guillemets et comme des catégories mobilisées par les acteurs avec lesquels j'ai travaillé. Alors, quelques précisions donc, sur la structure dont il est question aujourd'hui, dont j'aimerais vous parler. Donc, c'est un centre qui est situé à Paris, qui se présente comme un centre de médiation interculturelle et d'aide psychologique aux familles migrantes. Et donc, j'y ai réalisé une observation participante pendant 9 mois comme stagiaire cothérapeute. Et donc, c'est à ce titre de stagiaire cothérapeute que j'ai participé et observé les consultations. Alors par ailleurs, donc cette structure, comme je vous le disais, elle est mandatée par des acteurs judiciaires, de l'aide sociale à l'enfance, scolaire, pour résoudre certaines problématiques dites culturelles et qui sont jugées spécifiques aux familles migrantes. Pour vous donner quelques exemples, l'idée, donc, notamment dans le discours des juges des enfants ou encore des psychologues de l'aide sociale à l'enfance avec lesquels j'ai discuté, l'idée c'est que ces représentants institutionnels ne seraient pas capables de comprendre certaines problématiques, par exemple quand il est question de polygamie, d'excision, d'enfants sorciers, de mariage forcé, etc. Voilà, que faire et donc face à ce manque, le centre en question se présente comme une structure qui est possible d'y faire face. Et pour cela, donc, ce centre organise des consultations familiales, collectives, qui réunissent en général 10 à 15 personnes, selon les consultations, avec tout un tas d'acteurs. Donc d'abord des ethnopsychiatres, un ou plusieurs ethnopsychiatres à chaque fois. Dans ce centre, il s'agissait pour la plupart du temps de psychologues, thérapeutes, cliniciens, et par ailleurs titulaires de diplômes en anthropologie ou en ethnologie, avec une particularité également qui est que les thérapeutes de ce centre, les ethnopsychiatres du centre, sont eux-mêmes immigrants originaires d'Afrique de l'Ouest. Donc premier type d'acteurs, les ethnopsychiatres. Deuxième acteur essentiel dans les consultations, c'est ce qui est appelé le médiateur culturel, qui sont des personnes qui sont censées faire la traduction des propos des parents, mais aussi qui sont censées faire le pont, là je reprends encore les termes utilisés par les thérapeutes, le pont culturel entre les représentants français et les familles. Donc des ethnopsychiatres, un médiateur culturel, la famille, avec en général plusieurs membres de la famille. Quatrième acteur clé, ce qu'on appelait le référent institutionnel, qui est la plupart du temps qui était l'éducateur du jeune pour lequel la consultation avait lieu. Et enfin des stagiaires cothérapeutes, étudiants en psychologie ou encore moi, doctorante en sociologie, anthropologie. Et pour résumer la méthode, donc en reprenant les mots du thérapeute principal qui est le directeur du centre, le but c'est de concilier, je cite, Freud et son grand-père marabout. Donc là, avec cette citation, on voit bien justement que ces consultations ethnopsychiatriques, elles proposent une méthode donc, proche de celle de Toby Nathan, pour ceux qui sont familiers de l'ethnopsychiatrie, mais avec une spécificité
très importante à mon sens, qui est que le centre regroupe des thérapeutes eux-mêmes migrants et qui ne sont pas cantonnés, comme c'était le cas par exemple, comme c'est le cas d'autres structures, qui ne sont pas cantonnés au seul rôle de médiateurs culturels, mais qui sont aussi thérapeutes. Et donc dans ce cadre, les consultations, elles visent à prendre en compte l'altérité des familles, en maîtrisant certains aspects propres à leur dite culture d'origine, en permettant aux parents de parler dans la langue dans laquelle ils ont grandi, en leur permettant également d'apporter leur propre thérapeutique, notamment quand il est question de sacrifice, d'appel à des marabouts, etc. Et enfin, en menant auprès des enfants migrants un travail qui est présenté comme un travail de réaffiliation à la culture ou aux origines. Alors donc ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, je reviendrai ensuite sur ce dispositif des consultations, mais donc avant de le décrire et de l'analyser, ce que je voudrais vous montrer, c'est que cette méthode, tout comme d'ailleurs les positionnements qui sont adoptés par les descendants de migrants pendant les consultations, elle ne peut pas s'analyser en dehors du contexte plus général dans lequel les consultations ont lieu, qui est un contexte post-colonial minoritaire. Et l'idée, c'est ce que j'essaierai de vous montrer, c'est que l'approche ethnoclinique, elle reflète finalement, je pense, les contradictions des institutions françaises face aux populations migrantes originaires, notamment d'Afrique de l'Ouest, puisque ce qu'on verra, c'est qu'en tentant de renverser certains processus de dévalorisation, de stigmatisation, les thérapeutes donc reprennent tout un vocabulaire autour des cultures et du coup tendent eux-mêmes à reproduire les fondements culturalistes sur lesquels ce système de minoration repose. Bon, alors pour montrer cela, je vais fonder mon propos sur l'observation d'interactions face à face durant les consultations. Avec un nombre de situations familiales restreintes, j'ai choisi de vous parler uniquement des consultations organisées avec des familles originaires d'Afrique de l'Ouest. Et on verra que c'est intéressant, notamment parce qu'il s'agit de personnes qui, en apparence, ont des profils sociologiques très homogènes, mais qui, en réalité, sont également dans l'hétérogénéité. Alors pourquoi je dis cela ? C'est parce que donc, les parents reçus en consultation, pour la plupart du temps, donc, ce sont des parents qui résident en région parisienne depuis plusieurs décennies. Ils se réclament de certains groupes ethnolinguistiques, principalement Soninké, Bambara et Peul. Ils se disent musulmans. Ils sont inclus dans des réseaux qu'on pourrait qualifier de ethno-communautaires et donc dans des processus de circulation ici et là-bas. Ils travaillent dans des secteurs faiblement rémunérés. Et pour ce qui est de leurs enfants, donc au moment des consultations, ils étaient pour la plupart mineurs, jugés ou non déviants par leurs parents et par les institutions, connaissant des parcours scolaires fragmentés et dans tous les cas décrits comme en difficulté. On verra ensuite comment ça se décline. Ce qui est intéressant, c'est que derrière cette apparente homogénéité des profils sociologiques, il y a un autre fait à introduire ici, qui est les hiérarchies qui sont internes et qui sont plus ou moins appropriées, mais qui sont les hiérarchies sociales dites de caste, et qui fait qu'en fait, ce sont les personnes reçues en consultation étaient hétérogènes sur ce plan, avec des personnes catégorisées comme descendantes de nobles, descendantes d'esclaves ou descendantes de castés. Les castés étant ceux qui avaient des fonctions telles que forgerons, griots ou autres. Alors, donc, j'articulerai mon propos en 3 temps. L'idée, c'est d'abord de vous montrer comment ce dispositif fonctionne et comment, au cours de ce dispositif, les origines sont mises en scène et comment cette mise en scène s'accompagne d'assignations et d'injonctions à l'égard des jeunes qui participent aux consultations. Dans un deuxième temps, je vous montrerai que font les jeunes que j'ai rencontrés de ces discours qui leur sont adressés, comment ils réagissent à cela. Et puis enfin, j'aimerais revenir sur cette entreprise ethnoclinique qui est réalisée et pour montrer notamment en quoi il est nécessaire de la replacer dans son cadre social, historique, politique plus large.
Alors donc, premier temps, donc c'est autour de comment fonctionne ce dispositif et comment fonctionnent les consultations. Alors d'abord, la première chose à savoir peut-être, c'est que les consultations, elles se fondent sur un postulat des thérapeutes, qui est l'idée qu'une inscription pleine et entière dans sa double culture, à chaque fois j'utilise des guillemets, dans une culture française et dans une culture africaine, serait le moyen d'une inscription apaisée dans la société française. Et par ailleurs, les thérapeutes partagent un autre postulat, qui est l'idée que les parents transmettraient très peu de leurs origines, de leur histoire, de leur culture à leurs enfants. Et donc dans ce cadre, les thérapeutes se proposent de faire face à ce manque et proposent donc de se faire les passeurs de cette histoire des origines et de replacer les jeunes dans une histoire africaine, dans un héritage africain. Et donc ce travail de réaffiliation, il passe premièrement par une certaine mise en scène des identités et des origines pendant les consultations. Alors pourquoi est-ce que je parle de mise en scène des origines et des identités ? C'est d'abord, en premier lieu, parce que les consultations, elles sont présentées comme la transposition en France de réunions qui ont lieu au village traditionnellement, qui sont les réunions qui ont lieu sous l'arbre à palabres, avec l'idée donc là de moments où on réunit le village et que l'objectif c'est de résoudre et de discuter collectivement un problème et que la résolution passe par un consensus. Qu'elle passe par un consensus, mais aussi par d'ailleurs l'obtention d'une prescription par, alors dans certains cas le chef de village, ici par le thérapeute, par l'obtention d'une prescription. Ici, par exemple, pendant les consultations, les prescriptions, ça peut être de proposer aux parents d'effectuer un rituel en France ou au pays, d'identifier l'animal totémique de la famille, ou encore de mettre fin à une promesse de mariage arrangé. Donc, durant ces consultations, on a déjà le dispositif qui se présente comme un ailleurs africain. On a également, pourquoi je parle de mise en scène, on a également la mise en scène des statuts et des rôles de chacun des participants. Tout d'abord, il y a le thérapeute principal. Alors quand il s'agit du directeur du centre, il se présente comme petit-fils de chair, comme marabout, comme vieux sorcier. Et donc il est à la fois le sage, le noble et le savant guérisseur. À ses côtés, il y a, alors pour le cas de consultation avec des personnes qui parlent le soninké, il y a donc un médiateur soninké qui le présente comme son captif ou son esclave. Et donc là, ça renvoie à toutes les parentés à plaisanterie qui ont lieu chez ces personnes. Il y a encore d'autres thérapeutes qui sont qualifiés de mon pygmée ou mon bassa. On demande aux jeunes s'ils sont africains, soninké. On les renvoie à leur double culture. Je vous cite un exemple de présentation par le thérapeute des jeunes lors d'une consultation avec une famille. Les enfants comme vous, vous êtes nés ici, c'est pas la même culture que vos parents. Vos parents, quand ils vous élèvent, ils veulent vous mettre leur culture comme au village. Vous, c'est compliqué car vous êtes entre les deux cultures. Autre discours intéressant, c'est comment les référents institutionnels sont décrits. Et ce qui est intéressant, c'est que ces référents institutionnels, donc éducateurs, psychologues ou autres, sont renvoyés à leur statut de français, à la fois parce qu'en général, ils sont catégorisés comme français et blancs, mais aussi parce qu'ils sont représentants de l'institution française. Le thérapeute, en début de consultation, dit par exemple « Nous, on explique aux Français comment ça se passe chez nous ». Et donc, il joue bien là le rôle de représentant d'une institution. Et de manière plus générale, une distinction est toujours faite entre les Français et les individus à origine, proches ou lointaines, à qui on attribue une certaine compétence, un certain savoir. Alors, donc, dans ce cadre d'une mise en scène des identités et des origines, eh bien, la méthode qui est mise en œuvre par les thérapeutes, elle passe par l'inclusion des jeunes dans une communauté qui est supposée devenir le support et la justification de tout un ensemble de récits autour des origines et des cultures.
Et ce processus-là, il passe d'abord et avant tout par la formulation d'assignations et d'injonctions qui sont bien précises à l'adresse des jeunes. Alors, je vais prendre là l'exemple d'une consultation avec un jeune homme qui s'appelle Modou, qui avait 15 ans au moment de la consultation, et qui arrive parce qu'il a commis ce que les thérapeutes qualifient de passage à l'acte délinquant. À la première consultation, la discussion elle porte sur les prénoms et les noms africains, et donc le thérapeute demande au jeune homme s'il connaît la signification de son prénom. Modou ne la connaît pas, et donc le thérapeute lui dit, je le cite, « Les noms ont une force. Quand on donne un nom à quelqu'un, ça le met dans une position. Il appartient à ce nom. Ça peut être sa nature. Ce nom peut l'amener à faire certaines choses. » La mère du jeune homme, à cette explication-là, elle dit qu'elle est ravie et elle explique alors à son fils que celui-ci porte le prénom d'un membre de la famille qui est un grand marabout. Et le thérapeute dit alors quelque chose qui est intéressant. Il dit « Ah, c'est bien ça. Un marabout, c'est quelqu'un qui soigne. C'est aussi quelqu'un qu'on respecte. Tout le monde vient le voir pour qu'il donne la bénédiction. Donc si toi, Modou, tu es un marabout, tout le monde te respecte. Et toi aussi, tu dois être paisible, tu dois respecter les autres et les apaiser. » Cet exemple, il est intéressant parce qu'il montre bien que la méthode thérapeutique des ethnocliniciens, elle est notamment, quand il s'agit par exemple de jeunes garçons qui rencontrent des difficultés scolaires ou de comportement, elle est de renvoyer à une mémoire de la lignée qui est valorisée, celle de noble ou de marabout, pour encourager à arrêter de faire des bêtises. Et donc là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que ces assignations identitaires, elles donnent généralement naissance à des injonctions à se comporter en conformité avec le statut qu'on reçoit. Pour le schématiser très rapidement, tu es descendant de noble, donc tu dois te comporter comme tel, c'est-à-dire bien. Alors, et attention, une chose à savoir donc, dans ce cas précis, c'est que quand l'histoire de la lignée renvoie à des positions d'anciens esclaves, de forgerons ou encore de griots, eh bien la généalogie de la famille, elle n'est en général pas évoquée. Elle ne l'est que quand il s'agit de places valorisées sur le plan social. Et puis, autre précision, les jeunes sont certes placés dans des histoires auxquelles ils sont invités à se conformer, mais selon les situations, cela se fait de manière très différente. Parfois, c'est dit sur le mode de l'évidence, mais très souvent, c'est aussi sur le mode du conseil, de la suggestion ou encore de l'interrogation. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une chose qui est intéressante à observer, c'est la division genrée de ce traitement thérapeutique. Pour la résumer très rapidement, les assignations et les injonctions à se conformer, à faire honneur à ses ascendants, à son rang, elles sont plus généralement formulées aux jeunes garçons qui sont dans ces dits passages à l'acte délinquant. Pour ce qui est des jeunes femmes, et notamment quand les consultations ont lieu pour des questions de mariage présentées comme mariage arrangé, et bien là, les assignations et les injonctions, elles sont bien plus fluides, bien moins contraignantes. Il s'agit par exemple de renvoyer à des positions comme tu es à la fois française mais aussi africaine, et ça serait intéressant de travailler là-dessus. Troisième et dernière remarque pour clore cette description du dispositif des consultations, c'est le fait que ces assignations et ces injonctions qui sont formulées aux jeunes, elles sont le support de récits autour de ce qui est présenté comme une mémoire des origines. Et alors ces récits mémoriels, ils sont en général de 3 ordres, pas tout le temps évoqués lors d'une même consultation, mais la plupart articulent ces 3 types de récits mémoriels. Le premier, il concerne une mémoire familiale et de la lignée. On affilie alors les jeunes à leurs homonymes, on les inclut dans une généalogie de caste, on leur précise quel est l'animal totémique de la famille, quelle est l'histoire de leurs ancêtres. En bref, il s'agit là de transmettre une mémoire orale de la filiation et de la parenté. Et petite parenthèse ici, on verra qu'en fait c'est pas une parenthèse, dans cette histoire de la mémoire familiale, l'expérience migratoire des parents, elle est très peu discutée. Il s'agit d'une expérience antérieure à la migration, qui est celle de l'expérience familiale au village.
Deuxième type de récit mémoriel, il concerne ce qu'on pourrait appeler une mémoire culturelle, qui alterne la référence au groupe ethno-linguistique et à l'Afrique en général. Et là, il est question de traditions, de valeurs, de coutumes propres à la dite culture d'origine. Et tout cela se fait très généralement sur le mode du conte ou de la parabole. On explique par exemple les impératifs culinaires ou vestimentaires qui étaient en pratique au village au temps jadis. Et enfin, dernier type de récit mémoriel, il se rapporte à une mémoire historique d'un passé plus éloigné, du continent africain et plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Et là encore, il y a une chose très intéressante à observer, c'est qu'il n'est pas question de l'histoire de la domination, de l'esclavage ou encore de la colonisation. Il n'est pas question d'une histoire des victimes, mais au contraire, ce qui est promu par les thérapeutes, c'est un passé glorieux africain, et qui est plus précisément celui des grands empires mandingues, du Moyen-Âge, donc ouest africain, de l'âge d'or de l'Afrique de l'Ouest. Colonial, quoi. Avec très colonial ou encore oui, d'accord. Oui, c'est ça, précolonial, et qui renvoie à la doctrine afrocentriste, avec la figure clé de Soundiata Keïta, présenté comme le premier à avoir fondé la première charte des droits de l'homme dans le monde. Donc, cette brève description du travail en consultation, elle permet du coup de distinguer un double mouvement. Le premier consiste à expliquer au jeune d'où il vient, qui est sa famille, quelle est son histoire. Et le deuxième mouvement consiste à actualiser cette mémoire des origines dans le vécu présent, et donc vise à la transformer en norme de conduite, bien entendu, norme de conduite adaptée au contexte français. Alors, une fois présenté ce dispositif, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est comment les premiers intéressés, à savoir les descendants de migrants, font face à ce dispositif des consultations. Alors, ce que je vais dire là, il ne s'agit pas de postures qui sont adoptées plus par les uns que par les autres. Les postures dont je vais vous parler à présent, en fait, elles peuvent tout à fait être adoptées par une même personne selon les consultations ou même au cours d'une même consultation. Et ce que je voudrais vous montrer également, c'est que en analysant l'appropriation ou la non-appropriation par les jeunes de cette entreprise ethnoclinique, il ne s'agit pas tant de voir si l'ethnopsychiatrie, ça permet de créer une mémoire qui serait socialement partagée, mais plutôt de voir plus basiquement, plus concrètement, comment les jeunes réagissent en situation d'interaction face à face à ces discours. Alors, si on voulait schématiser les choses, on pourrait identifier 3 postures qui sont observables en situation, avec les 2 premières qui sont particulièrement visibles, facilement identifiables. D'un côté, l'acceptation et l'appropriation de cette entreprise identitaire, mémorielle et morale, et de l'autre, la résistance à l'entreprise des ethnocliniciens. Alors, première posture possible, donc, celle de l'appropriation de l'entreprise ethnoclinique. Cette entreprise des thérapeutes, elle semble parfois répondre à un besoin des jeunes qui sont reçus en consultation. Et dans ce cas, les récits des thérapeutes, les récits des ethnocliniciens, ils reçoivent un accueil favorable, les assignations sont réappropriées et elles sont accueillies favorablement. On voit par exemple ça avec certains jeunes garçons, et je vous donnerai là l'exemple donc de 2 frères de 10 ans et 14 ans, reçus parce que les 2 sont décrits comme élèves perturbateurs. Et un jour, le thérapeute leur raconte l'origine et la signification de leur nom de famille. Il se trouve qu'ils portent le nom de famille du bras droit de Soundiata Keïta, donc grand guerrier, grand homme de l'histoire africaine. Et donc à ce récit-là, le plus jeune de 10 ans dit très, très content, mais c'est génial, ça veut dire que je suis dans la maison de mon grand-père. L'association en question porte le nom de ce bras droit de Soundiata Keïta. Je suis là dans la maison de mon grand-père, ça veut dire qu'on est célèbre, ça veut dire que si on va au pays, on est des grands. Et son grand frère lui répond quelque chose d'intéressant aussi.
ouais, on est peut-être célèbre au Mali, mais ici on est des inconnus. Cet exemple-là, il montre bien, je pense, que les jeunes peuvent être attirés par les récits qui semblent répondre à un certain besoin de valorisation de soi, de sa famille. Surtout, d'ailleurs, quand ces récits renvoient à des statuts qui sont socialement bien plus valorisés que les statuts dont font l'expérience ces jeunes et leurs parents en France. Dans d'autres situations, les récits des thérapeutes, ils sont écoutés parce qu'ils m'ont semblé venir appuyer, justifier, légitimer des positions qui avaient été adoptées en amont des consultations par les jeunes. Je prendrai ici l'exemple d'une famille, la famille Sako, et notamment de 2 sœurs, Djebou et Ramatoulaye. Je vais peut-être décrire très rapidement cette situation familiale parce que je donnerai plusieurs exemples ensuite de celle-ci. Donc la famille Sako, c'est une fratrie de plusieurs enfants. La fille aînée de la fratrie s'est mariée au village avec un cousin une année. L'année suivante, la deuxième de la fratrie porte plainte, ou plutôt signale à l'assistante sociale de son établissement scolaire que ses parents veulent veulent pour elle aussi la marier. Elle dit que c'est un mariage forcé et avec un risque qu'elle soit contrainte de rester au Mali ensuite. Et donc les consultations ont lieu à ce sujet-là pour mettre fin à la promesse de mariage arrangé, tout en essayant de résoudre de pas rompre les liens familiaux. Alors là, je voudrais parler de Ramatoulaye, qui est donc la sœur aînée et qui a accepté cette promesse de mariage, qui s'est mariée donc l'an passé avec un cousin. Ce qui est intéressant dans les consultations menées avec cette famille, c'est que tout au long des consultations, Ramatoulaye, elle adopte une position très favorable et très ouverte au récit des thérapeutes. Dès la première consultation, elle dit qu'elle connaît très bien la culture africaine. Elle dit qu'elle est contente que les thérapeutes organisent des conférences pour expliquer l'histoire des origines à des gens comme elle. Elle est présentée et elle se présente elle-même comme un modèle qui effectivement donne parfois des leçons de morale. Et elle se dit elle-même, je la cite, quelqu'un de droit qui respecte la culture africaine et surtout la religion. Dans ce cas précis, il me semble que Ramatoulaye, elle adhère au récit des thérapeutes aussi pour conforter les propres choix de vie qu'elle a faits et qui peuvent lui paraître d'autant plus compliqués que ses sœurs cadettes ne s'y conforment pas. Et donc ici, l'appropriation de l'entreprise thérapeutique, elle peut aussi correspondre à un besoin de reconnaissance de la part de personnes qui se présentent comme des authentiques de la culture africaine, les ethnocliniciens. Alors, aux antipodes de ces postures d'appropriation de l'entreprise ethnopsychiatrique, on a une autre posture qui est celle de la résistance. La résistance, elle prend en général des formes très diverses. La plupart du temps, elle se matérialise par des postures de passivité, d'indifférence. Par exemple, en consultation, Djebou, donc celle qui se refuse à un mariage avec un cousin, passe son temps à regarder son téléphone portable, à ne pas écouter et à demander à ce qu'on lui répète les questions qu'on lui formule. Donc en général, voilà, des postures de passivité, d'indifférence, voilà, on est lointain, mais parfois, et c'est intéressant pour voir comment c'est mis en mots, parfois les personnes s'opposent en mots et frontalement aux récits qui leur sont proposés. Je voudrais là donner l'exemple à une autre situation familiale avec les enfants Kanté, et notamment avec la deuxième de la fratrie, ils sont une fratrie de 3, Maléné, qui a 25 ans. Alors Maléné, elle a subi des actes de maltraitance durant son enfance. Elle s'est fâchée pour cela avec ses parents et elle ne voit plus sa mère depuis 1 an suite à un événement précis qui est que donc 1 an auparavant, sa mère avait fait dormir son fils, donc le frère de Maléné, avec un cousin dans le même lit. Maléné était choquée de ça et parle d'inceste. Et donc c'est à ce sujet-là que la discussion s'enclenche. Alors le thérapeute suggère, quand Maléné explique ça,
que peut-être que si elle a mal réagi comme cela, c'est parce que, je cite, elle résonne dans une logique classique française, mais que pour sa mère, tout comme en Afrique, les choses sont différentes et il n'est absolument pas vu comme un problème que des cousins puissent dormir dans le même lit. Et la réponse de Maléné, elle est très intéressante. Elle dit, je cite, « Moi, je ne crois pas tellement à cette notion de culture parce qu'on n'a pas du tout été élevé dans cette culturalité africaine. Pour moi, c'est plutôt du psychiatrique tout ça. Par contre, à chaque fois qu'il y a des problèmes, on nous ramène ça à la culture. Mais la maltraitance, elle n'est pas sénégalaise, elle n'est pas africaine. » On voit là, avec cette réponse qui est mise en mots par Maléné, que certains jeunes, certaines personnes résistent aux mises en scène et aux récits des thérapeutes parce qu'elles ne correspondent pas à leur réalité ou encore à leurs aspirations. Et effectivement, Maléné, elle a vécu dans un tout autre contexte. Elle raconte ensuite, avec sa sœur également, comment ses parents avaient fait le choix de partir de la région parisienne pour aller vivre dans un petit village que les deux sœurs décrivent comme un village de blancs où ils étaient la seule famille africaine et comment du coup cette culture africaine pour elles c'est rien d'autre que quelque chose d'étranger. Alors donc à côté de ces deux postures, l'acceptation et la résistance aux assignations, ce que j'ai observé c'est bien plus souvent en fait que les personnes s'inscrivent dans des adaptations qui sont marquées par des paradoxes, par de l'ambivalence, par du bricolage. Et c'est donc ce dont je voudrais vous parler à présent. Pour réfléchir à cette question, je me suis notamment appuyée sur la définition que donne Simonetta Taboni de l'ambivalence. Je vous la cite. Elle définit l'ambivalence comme la coexistence dans la personnalité de l'acteur de principes, d'exigences, d'aspirations, de sentiments contraires qui demandent à être satisfaits avec la même intensité, au même moment et qui ont la même origine. Alors pourquoi je fais référence là à cette notion de l'ambivalence ? C'est parce qu'elle me semble refléter l'intériorisation et le contournement par les jeunes d'un autre phénomène que j'ai observé durant mes recherches, qui est celui des injonctions paradoxales. Qu'est-ce que j'entends par là, par injonction paradoxale ? C'est le fait qu'en France, l'extérieur, la société française réclame à ces jeunes descendants de migrants de s'intégrer tout en leur renvoyant une image stigmatisée de jeunes de banlieue, de jeunes filles victimes du sexisme de leurs frères et de leurs pères, etc., etc. Et l'intérieur, la famille, leur demande de rester d'authentiques Africains tout en leur signalant qu'ils sont de toute façon quand même devenus des enfants perdus, des Français, des Blancs. Et au Mali, c'est également des injonctions paradoxales qu'on retrouve, puisque les personnes avec qui j'ai travaillé sont tantôt désignées comme africaines, maliennes, soninké, et donc appelées pour cela à prendre la relève de leurs parents, par exemple en envoyant de l'argent au pays, et en même temps, tantôt décrites comme des toubabs, des blancs, des Français noirs, et qui donc seraient à la fois plus africains, mais en plus incapables de réussir en France parce qu'en difficulté. Et face à ces injonctions paradoxales qui sont très fréquemment adressées aux personnes avec qui j'ai travaillé, eh bien, pour les jeunes que j'ai rencontrés, il me semble que ce dont il s'agit, c'est du coup de la recherche d'un ajustement, ce que Goffman appelle le good adjustment, avec l'idée qu'il ne s'agit plus de réaliser une chose et son contraire, mais plutôt de les concilier, et ce, selon les moments, et d'où l'ambivalence. Et pour illustrer ça, on pourrait prendre l'exemple de Souleymane, donc le frère de Maléné, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui refuse l'interprétation culturaliste, mais qui parle de maltraitance. Donc Souleymane, c'est donc une fratrie de 3 enfants, et c'est le troisième, c'est le cadet. Il est vu comme les thérapeutes comme un médiateur culturel, c'est comme ça qu'il est cité, et effectivement en consultation, sa mère raconte un jour, oui c'est vrai, nous les parents on était perdus, et c'est Souleymane qui nous a ramené les choses. Un jour il nous a demandé, mais est-ce que vous êtes des musulmans ? Bah oui, alors pourquoi vous ne priez pas ? Il a dit. Ok, donc on s'est mis à la prière. Et ensuite, il nous a demandé, et pourquoi vous achetez du porc ? Bon, donc on a aussi arrêté le porc, on a aussi fait des efforts de ce côté-là.
Comme ça, on pourrait se dire, si on s'en tient notamment à tout un tas de discours médiatiques, politiques, que je juge stigmatisants, on pourrait se dire que Souleymane, il renverrait à la figure du nouveau musulman, à celui qui est à la recherche de ses origines, ou encore à un certain rigorisme. Mais à mon sens, ce n'était pas du tout le cas. En consultation, Souleymane ne faisait jamais référence justement à ses dites origines. Quand on lui demande qui il est, s'il était africain, malien, soninké, sénégalais, etc., il était bien en peine de le répondre et refusait de le faire. Et puis, il adoptait une présentation de soi très éloignée des stéréotypes qu'on associe généralement aux jeunes issus de l'immigration, aux nouveaux musulmans. À l'époque, c'était la mode de la tectonique, et Souleymane s'y conformait avec donc des t-shirts fluo, une crête... Et donc tout autre chose que les stéréotypes auxquels on pourrait penser. Bon, il me semble qu'avec tout ça, on voit bien que les identifications des personnes, migrantes ou pas d'ailleurs, sont multiples, qu'elles sont appropriées, reconstruites, bricolées au fil du temps, et que dans ce cadre, même la posture de réappropriation des assignations des thérapeutes, même cette posture-là, si elle est souvent perçue comme un retour aux sources, une recherche des racines ou autre chose, eh bien en fait elle correspond plutôt à mon sens à un processus de subjectivation, une expérience biographique propre. Et donc de cela on peut dire, je pense qu'il est indéniable que les descendants de migrants ont une histoire, qu'ils sont et qu'ils se pensent dans une histoire particulière, celle de la migration, celle de la minoration. Néanmoins, il y a de multiples façons de vivre justement cette histoire, et ce que les consultations montrent, c'est qu'y compris au sein d'une même fratrie, eh bien, les nombreuses manières de se réapproprier tout cela sont multiples. Et puis d'autre part, et peut-être que c'est ce qui me permettra de passer au dernier temps de mon intervention. D'autre part, ce qu'on observe très souvent en consultation, c'est à côté de cette ambivalence, peut-être dû à cette ambivalence, d'importants conflits de loyauté qui semblent exister, je pense, chez les descendants de migrants que j'ai rencontrés, parfois partagés entre leurs propres désirs et le souhait de ne pas rompre les liens avec leur famille. Alors, ces conflits, vous me direz, ils n'ont rien de spécifique aux migrants et à leurs descendants. Et effectivement, les conflits de loyauté, c'est quelque chose vécu par absolument tout le monde. Mais ils prennent une allure très particulière dans ce contexte, en contexte migratoire et minoritaire. Et pour cela, je pourrais prendre l'exemple d'Aïda. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Mal-Aimé qui dit qu'il ne s'agit pas de culture, mais de maltraitance et de psychiatrique. Souleymane qui a fait enlever le porc et remis la prière à la maison tout en étant loin des clichés. Pour ce qui est de la sœur aînée de cette famille, Aïda, eh bien, il me semble que son histoire montre bien les conflits de loyauté dont je voudrais parler. Aïda, donc c'est la sœur aînée, elle aussi, elle a subi des maltraitances de la part de ses parents durant son enfance. Mais, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'elle est fâchée aussi avec sa sœur cadette, elle a refusé de porter plainte contre ses parents, elle a refusé de signaler qu'elle était maltraitée, elle et sa sœur, au moment des faits, et elle l'explique ainsi en consultation. Si j'ai refusé ça, c'est parce qu'il ne s'agissait pas, alors là j'arrête de la citer, je la cite à nouveau. On vivait dans ce petit village de blancs, avec que des blancs, et nous, la seule famille noire africaine, je voulais pas qu'on soit la seule famille noire à problème. Cet exemple d'Aïda, il montre bien que l'ambivalence et les conflits de loyauté qui sont observables chez les personnes, ils naissent aussi du processus de minoration dont font l'expérience les migrants. Puisque s'opposer institutionnellement à certaines pratiques des parents, eh bien, revient aussi à les rendre visibles et donc à les stigmatiser davantage encore. Alors, du coup, à la lumière de tout ça, je voudrais, pour terminer, revenir sur l'approche ethnoclinique et sur justement ce fameux contexte sociopolitique, institutionnel, historique, dans lequel les consultations ont lieu.
Pour ce faire, on pourrait partir d'une question qui est comment expliquer que dans cette méthode ethnopsychiatrique, on ait une omniprésence des notions d'origine, de culture, d'identité. Comment expliquer cette mobilisation par les thérapeutes des origines, des identités, des cultures. Alors, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, il y a plusieurs hypothèses qui sont envisageables et qui, à mon avis, demeurent. D'abord, l'afrocentrisme des ethnopsychiatres de ce centre, qui était particulièrement influent dans la Guinée de Sékou Touré, dont sont originaires certains des thérapeutes, et qui explique, par exemple, que Soundiata Keita soit une figure qui soit centrale et mise en scène par ces thérapeutes. Ou encore, l'expérience biographique propre de ces mêmes thérapeutes, qui sont eux-mêmes immigrants, et dans ce cas, on pourrait se dire, par exemple, que leur récit reflèterait finalement leur propre rapport à ce pays qu'ils ont quitté, à cette dite culture qu'ils pensent avoir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour comprendre cette mobilisation d'une telle rhétorique des identités, des origines, des cultures, il me semble important, à côté de tout ça, de voir les jeux entre deux choses. D'une part, les conceptions qui guident le travail des ethnocliniciens, et d'autre part, et je pense que c'est la clé de tout cela, d'autre part, le souci de ces mêmes ethnocliniciens de résoudre les problèmes qui leur sont adressés dans le contexte particulier de minoration dont les familles font l'expérience en France. Alors, donc première chose, quelles sont les conceptions qui guident le travail des ethnocliniciens ? Un fondement central de cette approche m'a été expliqué au cours d'une conversation avec le directeur du centre. Je revenais d'un séminaire qui était organisé à Paris 7 de sociologie clinique, qui est un courant qui tente de concilier sociologie et psychanalyse. Et donc je raconte ça au directeur du centre, et sa réponse est très éclairante comprendre comment il envisage la notion de sujet et de culture. Je le cite. « Il ne faut pas parler de sujet pour ces enfants d'origine africaine. La notion de sujet n'existe pas en Afrique. La psychanalyse a tort sur ce point. Il faut déconstruire le discours psychologique du sujet, parce que si tu dis à un enfant africain qu'il s'appartient, il décompense. L'enfant appartient à sa famille et à sa culture. » Avec ce propos du thérapeute, on voit bien le paradoxe de cette approche ethnopsychiatrique. Certes, le dessein des thérapeutes, c'est bien de résoudre les difficultés des personnes reçues en consultation, ce faisant, pour les résoudre, de proposer une mémoire heureuse, un récit stable, une grille d'analyse de leur expérience biographique et sociale, mais en même temps, on voit bien les possibles impositions de cette mémoire obligée, et on voit bien en quoi ça pourrait poser problème. Et c'est d'ailleurs précisément sur ce point qu'ont lieu toutes les controverses autour de l'ethnopsychiatrie. Pour les résumer, on pourrait se limiter à deux arguments. Premièrement, l'idée que analyser les conflits familiaux, les difficultés juvéniles familiales à travers le seul prisme de la culture ou encore de la perte de la culture d'origine, eh bien, ça tend à passer sous silence tout un tas d'autres dimensions, et en premier lieu la question sociale, qui est que les parents rencontrés, les familles rencontrées sont dans une grande précarité socio-économique, souvent également administrative, sans papier, etc. Et puis deuxième critique souvent adressée, qu'on peut adresser à la lecture de ce propos du thérapeute, c'est l'idée que quand on estime qu'un enfant africain ne s'appartient pas mais appartient à sa famille et sa culture, eh bien les enfants de migrants sont plus les enfants de leurs parents, mais ils sont issus d'un processus désincarné qui est plus l'immigration, comme quand on dit jeunes issus de l'immigration. Là, il s'agit d'un autre processus désincarné qui est celui de la culture, issue de telle ou telle culture dite d'origine.
Et on voit bien que quand on regarde les postures hétérogènes qui sont adoptées par les descendants de migrants rencontrés, qu'il est impossible de réduire les personnes à justement leur culture. Les positionnements ambivalents des jeunes, ils montrent qu'ils ne se pensent pas uniquement à travers leur appartenance, leur identité ou leur culture, et que selon les espaces, selon les moments, les situations, les interlocuteurs, eh bien, les différentes identifications sont mises en scène, sont réinterprétées, réappropriées, reconstruites. Donc dans une perspective, en tout cas socio-anthropologique, il paraît important de déconstruire cette conception autour de l'héritage migratoire, autour de la culture d'origine, autour de l'identité que sont supposées posséder ces personnes. Cela étant dit, et ce sera le dernier point sur lequel j'aimerais discuter avec vous, cela étant dit, ça ne doit pas empêcher de voir que l'entreprise des ethnocliniciens, elle doit absolument aussi être comprise comme une tentative de renverser les phénomènes de stigmatisation et de dévalorisation sociale dont les familles font l'expérience. Alors, pourquoi je dis ça ? Combien de temps j'ai ? Ça va ? Ok. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est qu'est-ce que c'est donc tout ce contexte-là ? Donc, pour aborder ce contexte, je voudrais faire un petit retour en arrière. Premièrement, au départ de cette entreprise des thérapeutes, il y a un postulat important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'idée que les descendants de migrants ont un déficit et donc un besoin de mémoire. Et donc, en conséquence, les thérapeutes se proposent donc d'être les passeurs de cette mémoire des origines. Et donc, ils partageraient l'analyse, d'ailleurs commune à Freud, que à la place, quand il y a du non-dit, il y a du symptôme, et que donc le fait de dire permet une résolution des problèmes. Et en effet, dans certaines situations, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Par exemple, avec la famille Kanté, donc Souleymane, Malémé et Aïda, ce qui a permis de résoudre les conflits familiaux et notamment de remettre en place le dialogue, c'est notamment quand la mère a accepté de parler de l'histoire de sa famille, de l'histoire de son arrivée en France, de ses grands-parents, etc. etc. Mais ce qui est intéressant dans la plupart des cas, dans la plupart des consultations, c'est que les récits mémoriels des thérapeutes, ils ne concernent pas vraiment l'expérience des parents, ou encore même l'histoire des grands-parents, mais plutôt les traditions africaines ou encore les temps glorieux de l'histoire mandingue. Et pour comprendre ça, clairement, il me semble pour comprendre ça, on ne peut pas faire l'économie du souci des thérapeutes de renverser les phénomènes de minoration. Pour illustrer cette idée, je voudrais vous présenter une audience au tribunal de grande instance à laquelle j'ai participé pour la famille Sako. Donc tout à l'heure, je vous parlais de cette famille, Djebou, qui avait porté plainte contre ses parents parce qu'elle les accuse de mariage forcé. Ce qui est intéressant, c'est que tout dans les interactions qui se jouent au moment de ces audiences au tribunal éclaire justement cette question de la minoration. Donc cette audience, elle a lieu quelques mois après la première consultation, au moment où Djebou va avoir 18 ans, et donc il s'agit pour la juge de déterminer si la jeune femme veut bien retourner ou pas chez ses parents, et si elle ne le veut pas, de mettre en place ce qu'on appelle des mesures de placement pour jeunes majeurs. Alors, inutile de préciser ici les rapports d'autorité qui existent entre la juge et les parents et qui sont amplifiés du fait de la barrière linguistique et du fait des difficultés pour les parents à parler et à comprendre le français, d'où d'ailleurs la présence d'une traductrice. Autre exemple d'élément d'incompréhension, en début de consultation, la juge des enfants ouvre le bureau de sa consultation, en début d'audience, elle ouvre elle ouvre la porte de son bureau. Tout le monde se lève pour rentrer et là elle nous arrête et elle dit non, j'écoute Djebou en premier. Là
pour les parents, c'est complètement incompréhensible. Ils se sentent désavoués. Et on voit bien d'ailleurs l'intérêt de la présence de ce dit médiateur au moment des audiences, puisque le rôle du médiateur à ce moment-là, ça a été d'expliquer aux parents que les juges, que la juge, si elle ne les a pas fait entrer en premier, c'est pas parce qu'elle désavoue leurs paroles, mais parce que c'est une juge des mineurs, qu'elle remplit donc une mission de protection de l'enfance, et que donc il s'agit pour elle d'abord d'écouter la parole de la jeune femme, de Djebou, avant de faire venir les parents. Bon. Durant ensuite l'audience, durant l'entretien en audience, Djebou, elle s'est probablement plainte du fait que son père la force à prier tous les matins à 6 heures. Et donc, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que la juge y vient et elle dit « Écoutez, monsieur, c'est pareil, vous ne pouvez pas forcer votre fille à prier comme vous le faites. » Son père est très étonné, il ne comprend pas, parce qu'il dit qu'il trouve ça normal. Et la juge répond quelque chose de très intéressant. Elle dit « Djebou a le droit de faire ses choix » et elle ajoute surtout, et là je la cite, « Vous êtes venu en France, madame, monsieur, vous êtes venu en France pour profiter des facilités qu'on a ici et qu'il n'y a pas forcément là-bas, mais on ne peut pas tout avoir en même temps, vous avez amené vos enfants ici et c'est ça qui est difficile. » Il me semble que ce propos-là, vous êtes venu en France pour profiter des facilités qu'on a ici, il est clairement porteur de violences symboliques d'institutions, en tout cas d'une forte méconnaissance de l'immigration ouest-africaine en région parisienne, où ce dont il est question, c'est de tout sauf de profiter des facilités, mais plutôt de conditions de travail particulièrement laborieuses, de précarisation de ces mêmes conditions de travail, etc., etc. Et en cela, je pense que l'interaction qui est décrite à ce moment-là des audiences, elle montre que la violence, elle ne réside pas uniquement dans la situation que traverse la jeune femme, Djebou, mais aussi dans les relations de pouvoir asymétriques entre la juge et les parents. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est intéressant, à mon avis, de réfléchir à qui mobilise ces notions de culture et à quel moment. En l'occurrence, ce ne sont pas seulement les thérapeutes qui parlent de culture, de décalage culturel, d'origine, mais également ces mêmes représentants institutionnels, avec l'idée qu'il y a un problème culturel, que ce problème culturel serait dû à un décalage entre une culture traditionnelle tolérée chez les parents, mais qui doit prendre fin chez les enfants, et une culture française qui serait celle plutôt valorisée par les thérapeutes, avec donc des représentations à la fois autour de qui sont les familles migrantes, mais aussi quelle est leur culture, qui à mon avis mérite aussi d'être déconstruite. Et donc c'est précisément dans ce cadre-là qu'ont lieu les consultations, et d'ailleurs les thérapeutes eux-mêmes parlent très fréquemment de ces mêmes institutions comme de moments de violence pour les familles, et des consultations donc comme un moyen de permettre aux parents, notamment, d'exprimer leurs paroles, de permettre de faire émerger d'autres interprétations que celles qui ont lieu avec les acteurs institutionnels. Bon, je m'arrête là parce que peut-être que c'est plus intéressant de discuter. Pour conclure, juste quelques mots. Donc, cette recherche, elle permet d'interroger, à mon avis, un des fondements théoriques de l'ethnopsychiatrie. Celle-ci postule, et a raison à mon sens, une certaine fermeture de la société française à l'altérité, fermeture qui se montre notamment parce que les descendants de migrants sont sommés de s'intégrer à la société tout en étant renvoyés à des positions stigmatisées. Mais en même temps, eh bien, on voit bien que cette gestion spécifique, culturelle, pour ne pas dire, pour le dire même culturaliste des conflits, eh bien, elle pose problème. C'est pour lutter contre cette pression assimilationniste que les consultations ont lieu, mais en même temps, en mobilisant cette rhétorique de la culture des origines, eh bien, il me semble que ces consultations, elles ne font finalement, ou plutôt avec les autres choses qu'elles font aussi reproduire les fondements culturalistes sur lesquels les stéréotypes reposent. Voilà, c'est là-dessus que je m'arrête. Merci.